Avez-vous déjà remarqué que certains jardiniers récoltent des têtes d'ail de la taille d'une pomme alors que les vôtres restent désespérément petites? Et si je vous disais que le secret de cette réussite extraordinaire ne se joue pas en plein été, mais à un moment où la plupart d'entre nous préfèrent rester au chaud? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fascinant. La croissance explosive de l'ail juste après la fonte des neiges. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez une méthode incroyablement simple mais d'une efficacité redoutable pour transformer votre récolte cette année. Mais attention, voici le grand paradoxe. La plus grande erreur que vous puissiez faire avec votre potager, c'est de laisser la nature faire son travail toute seule au début du printemps. Oui, vous avez bien entendu. Oubliez l'idée reçue selon laquelle il faut attendre que la terre soit bien chaude pour intervenir. Dans quelques instants, je vais vous révéler une vérité très peu connue sur le comportement de cette plante face au froid. C'est un secret qui pourrait bien contredire tout ce que votre grand-père vous a appris. Alors, êtes-vous prêt à bousculer vos habitudes ou préférez-vous continuer à récolter de toutes petites gousses? Dites-le moi tout de suite, cela m'intéresse de savoir de quel côté vous vous trouvez. Pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut faire un petit voyage dans le temps et sous la terre. L'ail d'automne, ou ail d'hiver, est une plante absolument fascinante qui a évolué pour survivre à des conditions extrêmes. Pendant des siècles, cette culture a été la base de l'alimentation et de la médecine dans de nombreuses civilisations. Quand vous plantez vos cailleux à l'automne, ils ont juste le temps de développer un système racinaire robuste avant que le gel ne fiche tout. Pendant les longs mois d'hiver, la plante entre dans un état de dormance profonde. Elle dort sous son épaisse couverture blanche. Mais sous la surface, l'ail est un véritable guerrier silencieux. Il ne meurt pas, il attend patiemment. Dès que les premiers rayons du soleil printanier font fondre la neige, un signal biologique puissant est envoyé aux racines. La température du sol est encore glaciale, à peine au-dessus de 0 degré, mais la plante se réveille brusquement. Et c'est précisément dans ce contexte de transition brutale, entre le froid extrême et le premier dégel, que se joue le destin de votre future récolte. C'est le moment critique où la plante a le plus besoin de vous, car elle est épuisée par l'hiver et affamée. Commençons par le tout premier aspect crucial, le réveil biologique de la plante. Imaginez un ours qui sort d'une longue hibernation de plusieurs mois. Il est engourdi, il a froid, et surtout, il est complètement affamé. Pour votre ail, c'est exactement la même chose. Dès que la neige fond, l'eau s'infiltre dans le sol et réveille les cellules dormantes. Les racines, qui ressemblent à de petits fils blancs très fragiles, commencent à chercher frénétiquement de la nourriture. Mais voilà le problème majeur. L'eau de la fonte des neiges a un effet pervers. En traversant la terre, cette eau glacée a lavé et emporté la plupart des nutriments essentiels vers les profondeurs, loin de la portée de ces petites racines superficielles. C'est ce qu'on appelle le lessivage du sol. Donc, au moment précis où votre plante a désespérément besoin d'énergie pour faire pousser ses premières feuilles vertes, son garde-manger naturel est totalement vide. Si vous attendez plusieurs semaines avant d'intervenir, la plante va puiser dans les maigres réserves du bulbe planté à l'automne. Cela va l'affaiblir considérablement dès le départ. C'est pourquoi l'intervention immédiate est non seulement recommandée, mais elle est vitale pour la survie et le développement optimal de la culture. Mais que se passe-t-il exactement dans ce sol détrempé? Regardons la situation de plus près. L'état de votre terre, juste après la fonte des neiges, est très particulier. C'est une boue froide, compacte et lourde. Prenons l'image d'une éponge que l'on aurait laissée tremper dans de l'eau glacée puis pressée fortement. L'oxygène, qui est pourtant indispensable à la respiration des racines, a été totalement expulsé par l'excès d'eau. Or, il faut savoir qu'une racine qui ne respire pas est une racine qui ne peut pas absorber la nourriture, même si cette nourriture est présente juste à côté d'elle. Il y a un mythe très tenace chez les jardiniers qui consiste à croire que l'eau de neige est magique et qu'elle suffit à nourrir les jeunes pousses. C'est totalement faux. L'eau de neige hydrate, certes, mais elle asphyxie aussi temporairement la couche supérieure du sol. Votre premier rôle en tant que jardinier averti sera donc de comprendre cette asphyxie temporaire. Il ne s'agit pas seulement d'apporter de l'engrais, mais de préparer le terrain pour que cet engrais puisse être mangé. Si vous jetez des nutriments sur un sol complètement fermé par le froid et l'eau, vous jetez littéralement votre argent et votre temps par les fenêtres. C'est ici que la notion de timing entre en jeu. Le chronométrage est le facteur de réussite le plus absolu dans cette méthode simple. Vous avez une fenêtre de tir extrêmement courte. Dès que le sol commence à se découvrir, dès que vous voyez la terre brune apparaître et que l'eau stagnante s'est un peu retirée, le compte à rebours est lancé. Si vous ratez ce train, il ne repassera pas. Beaucoup de gens attendent que les températures printanières soient douces, disons autour de 15 ou 20 degrés. C'est une erreur monumentale pour l'ail. L'ail adore le froid pour développer son système racinaire. Si vous attendez qu'il fasse chaud, la plante va diriger toute son énergie vers la création de feuilles immenses au détriment de la tête souterraine. Imaginez un culturiste qui ne travaillerait que le haut de son corps et jamais ses jambes.
Votre ail aura l'air magnifique de l'extérieur, avec un grand feuillage vert, mais en dessous, le bulbe restera minuscule. L'objectif de notre méthode est de nourrir les racines de manière explosive, pendant qu'il fait encore trop froid pour que le feuillage ne pousse de façon démesurée. C'est le secret des professionnels. Avant même de penser à nourrir votre terre, il y a une étape préliminaire obligatoire, le grand nettoyage de printemps. Imaginez que vous voulez repeindre un mur. Si vous ne retirez pas l'ancienne peinture écaillée et la poussière, la nouvelle couche ne tiendra jamais. Dans votre potager, c'est le même principe. Après l'hiver, la surface de votre parcelle est recouverte de débris, de vieilles feuilles mortes, de tiges pourries ou de restes de paillage qui ont emmagasiné l'humidité glaciale. Cette couche de déchets est dangereuse pour deux raisons. Premièrement, elle empêche les rares rayons du soleil de venir réchauffer directement la terre noire. Deuxièmement, c'est le nid douillet idéal pour toutes les maladies fongiques et les parasites qui n'attendent qu'un peu de chaleur pour attaquer vos jeunes pousses. Prenez un petit râteau à main et dégagez très délicatement la surface autour des petites tiges vertes qui pointent leur nez. Il faut le faire avec une grande douceur pour ne pas casser les jeunes feuilles qui sont aussi fragiles que du verre. En libérant la terre de ce manteau humide, vous permettez au sol de respirer à nouveau et de capter la précieuse chaleur solaire. Maintenant, attaquons-nous à un grand classique de la culture printanière, l'aération de la croûte terrestre. Une fois que la neige a fondu et que le sol a légèrement séché en surface, il se forme très souvent une croûte dure. C'est une carapace impénétrable causée par le tassement de l'eau et le gel. Cette croûte agit comme un couvercle de casserole. Elle emprisonne le froid et l'humidité excessive en dessous, tout en empêchant l'air frais d'entrer. Il est donc indispensable de briser ce couvercle, c'est ce qu'on appelle le binage de surface. Mais attention, l'ail a des racines très superficielles. Si vous y allez avec une grande pioche et que vous creusez profondément, vous allez trancher les racines de votre propre culture. C'est un désastre. L'image à garder en tête est celle d'un léger massage. Utilisez une petite griffe de jardin et grattez uniquement les 2 ou 3 premiers centimètres de terre, juste pour émietter la surface entre les rangées. Ce simple geste va faire entrer de l'oxygène, réchauffer la terre beaucoup plus vite et préparer le terrain comme une éponge sèche prête à boire la solution nutritive que nous allons lui préparer. Passons maintenant au cœur du secret, la nourriture de l'ail à ce stade précis. Le premier besoin fondamental, urgent et non négociable de l'ail après l'hiver, c'est l'azote. L'azote est le moteur de la croissance végétale. C'est lui qui permet à la plante de fabriquer de la chlorophylle, cette substance verte qui capte la lumière du soleil pour créer de l'énergie. Sans un apport massif et rapide en azote au printemps, votre ail va montrer des signes de détresse évidents. Le signe le plus classique que tous les jardiniers redoutent, c'est le bout des feuilles qui devient jaune et qui sèche. C'est le cri d'alarme de la plante qui meurt de faim. Beaucoup de personnes pensent à tort que ce jaunissement est dû au froid ou au gel tardif. C'est un mythe persistant. Dans 90% des cas, ces pointes jaunes sont simplement le symptôme d'une carence sévère en azote causée par le sol lavé par les neiges. En lui apportant ce carburant immédiatement, vous allez relancer la machine cellulaire. La plante va retrouver une couleur vert foncé profond, signe d'une santé de fer. Cependant, il y a un piège énorme dans lequel tombent beaucoup de débutants concernant cet azote. Tous les engrais azotés ne se valent pas, surtout dans un sol froid. C'est de la chimie très basique, mais il faut la comprendre. Dans la nature, l'azote se présente sous différentes formes, notamment la forme ammoniacale et la forme nitrique. Si vous mettez de l'engrais organique brut, comme du fumier frais ou du compost mal décomposé, la plante ne pourra pas s'en nourrir tout de suite. Pourquoi ? Parce que ces matières organiques doivent être digérées par les bactéries du sol pour être transformées en nutriments assimilables par les racines. Or, quand le sol est proche de 0 degré, les bactéries dorment encore profondément. Imaginez que vous servez un steak cru à un bébé, il ne pourra pas le manger. Il faut donc privilégier une forme d'azote qui est immédiatement disponible pour les racines, sans avoir besoin du travail des bactéries. C'est pour cela que les purins végétaux très dilués ou certains engrais spécifiques minéraux solubles comme le nitrate d'ammonium sont les seuls véritables alliés efficaces à cette période précise de l'année. Ils agissent comme une perfusion directe dans les veines de la plante. Parlons concrètement de la recette magique, ce fameux moyen simple évoqué au début. Si vous préférez une approche classique et ultra rapide, la recette de base que les anciens utilisent consiste à préparer une potion riche et liquide. La forme liquide est obligatoire car la plante boit sa nourriture, elle ne la mâche pas. Prenez un grand arrosoir de 10 litres d'eau à température ambiante, pas d'eau glacée du robinet. Ajoutez-y l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe d'urée agricole ou de nitrate d'ammonium. Mélangez doucement jusqu'à ce que les petits cristaux soient totalement dissous. L'eau doit rester claire. C'est la dose parfaite, ni trop peu. Si vous êtes 100% biologique, l'alternative consiste à utiliser du sang séché dissous au préalable dans de l'eau tiède ou un fond de purin d'ortie très bien filtré.
Le but est d'avoir un liquide hautement concentré en énergie vitale. Visualisez cette préparation comme une boisson énergétique pour un sportif de haut niveau juste avant une grande course. C'est cette potion exacte qui va déclencher la croissance puissante dès le lendemain de l'application. L'application de ce remède demande une technique bien spécifique. C'est une erreur très courante de prendre l'arrosoir et d'arroser généreusement toute la parcelle en mouillant copieusement les petites feuilles de l'ail. Ne faites jamais cela au début du printemps. Les jeunes feuilles sont fragiles et si la température chute brutalement la nuit suivante, les gouttes d'eau sur le feuillage vont geler et brûler la plante. De plus, l'engrais peut brûler le cœur de la pousse. La bonne méthode est de pratiquer ce que j'appelle l'arrosage chirurgical au goulot. Retirez la pomme de votre arrosoir, versez le liquide nutritif uniquement et lentement sur la terre, exactement au milieu de l'espace situé entre vos rangées de plantations. Laissez le liquide s'infiltrer doucement par capillarité vers les racines. Pensez à l'image d'un buvard qui absorbe lentement une tache d'encre. La terre humide va distribuer la nourriture de manière homogène vers les jeunes radicelles qui poussent sur les côtés sans aucun risque de choc thermique ou de brûlure chimique pour la partie aérienne de la plante. Il y a un autre détail crucial qui différencie les maîtres jardiniers des amateurs, la gestion de la température de l'eau. Je l'ai rapidement mentionné, mais il faut s'y attarder. Si vous prenez de l'eau directement d'un puits très froid ou du robinet extérieur en plein mois de mars, vous allez provoquer un choc thermique dévastateur. Le sol commence à peine à se réchauffer sous les rayons du soleil. Si vous lui balancez 10 litres d'eau glacée, vous refroidissez la terre, vous bloquez à nouveau la croissance et vous annulez tout l'effet bénéfique de l'engrais. La racine va se recroqueviller de froid. La bonne pratique consiste à remplir vos arrosoirs la veille. Laissez-les reposer au soleil ou dans une serre pendant 24 heures. L'eau va doucement prendre une température douce. Lorsque vous verserez cette eau tiède chargée d'azote sur le sol frais, elle va agir comme une bouillotte réconfortante pour le système racinaire. C'est un petit détail qui ne coûte absolument rien, ni en argent ni en temps, mais qui fait une différence monumentale sur la vitesse d'absorption de la nourriture par votre ail. Abordons maintenant le problème de l'humidité globale de votre potager à ce moment de l'année. Nous parlons d'arroser avec notre potion magique, mais attention à la noyade. Le printemps est une saison capricieuse. Parfois, la fonte des neiges s'accompagne de pluies diluviennes. Il faut être très observateur. Si votre parcelle de terre ressemble à un marécage où l'eau fait des flaques qui ne pénètrent plus, arrêtez tout. N'ajoutez pas d'eau liquide, même chargée d'engrais. Dans ce cas extrême, la racine risque de pourrir par asphyxie. Un phénomène appelé la pourriture blanche de l'ail, c'est une maladie fatale. L'astuce visuelle et tactile est la suivante. Prenez une poignée de terre près de vos plants et serrez-la fort dans votre poing. Si de l'eau coule entre vos doigts, c'est beaucoup trop mouillé. Attendez quelques jours de soleil. Si la boule se tient mais ne coule pas, c'est le moment idéal pour agir. Si dans de très rares cas le vent du printemps a déjà totalement asséché la terre qui s'effrite en poussière, alors vous pouvez doubler la dose d'eau de votre arrosage nutritif. L'équilibre est la clé du succès. Un autre avantage exceptionnel de cette première fertilisation précoce, et qui est souvent méconnu, c'est la résistance au gel. Le début du printemps est célèbre pour ses terribles gelées tardives. Ces nuits où le thermomètre replonge brusquement sous zéro et détruit les jeunes cultures. Eh bien, figurez-vous qu'une plante qui a reçu sa dose d'azote et qui a des cellules bien gorgées de nutriments résiste infiniment mieux au gel qu'une plante affamée et chétive. L'engrais agit à l'intérieur de la sève exactement comme le liquide antigel que vous mettez dans le radiateur de votre voiture en hiver. Les sels minéraux dissous dans la sève abaissent le point de congélation de la plante. Donc, en appliquant notre méthode juste après la neige, vous ne faites pas que booster la croissance, vous offrez aussi un bouclier thermique naturel à vos jeunes plants d'ail pour affronter les semaines instables qui vont suivre. C'est une assurance vie pour votre potager. Si l'azote est le moteur principal, il y a un deuxième élément fondamental que les amateurs oublient systématiquement à ce stade, le soufre. L'ail appartient à la famille des Aliacées. Ce qui donne à l'ail son odeur si caractéristique, son goût piquant, sa puissance aromatique et ses immenses vertus médicinales, ce sont les composés soufrés. Si vous faites pousser le plus gros ail du monde uniquement avec de l'azote et de l'eau, vous obtiendrez des gousses énormes, mais qui auront le goût fade de l'eau. C'est une déception totale lors de la récolte. Pour éviter cela, il faut penser au soufre très tôt dans la saison. L'astuce de grand-père, souvent validée par la science agronomique, consiste à intégrer une petite quantité de sulfate dans le sol ou d'utiliser un engrais qui en contient naturellement. Si le sol de votre jardin manque de cet élément crucial, la formation des précieuses huiles essentielles à l'intérieur du bulbe sera compromise dès les premières semaines de croissance végétale. Pensez-y comme à l'épice secrète qui transforme un plat ordinaire en un repas gastronomique exceptionnel.
Revenons un instant sur le fameux diagnostic des feuilles jaunes, car c'est la question que l'on me pose le plus souvent au printemps. Il faut apprendre à lire les signaux de détresse de votre plante comme un médecin lit des symptômes. Si toute la plante semble molle et jaunâtre dès la base, c'est probablement un problème d'excès d'eau ou de maladie au niveau du bulbe. Dans ce cas, il faut gratter la terre pour inspecter le collet. Par contre, si la plante est bien droite, vigoureuse, mais que seuls les 2 ou 3 cm de la pointe des feuilles les plus anciennes deviennent jaunes ou blancs, c'est le signe absolu et incontestable de la fin printanière. La plante, ne trouvant pas assez de nourriture dans le sol froid, sacrifie ses feuilles les plus vieilles en aspirant leurs nutriments pour créer les nouvelles pousses au centre. C'est un mécanisme de survie fascinant. Quand vous voyez cela, ne paniquez pas et ne coupez pas ces pointes jaunes. Appliquez simplement notre arrosage miracle. En l'espace de 4 à 5 jours, la progression du jaunissement va s'arrêter net et la nouvelle croissance au centre jaillira avec un vert éclatant. Pendant ces premières semaines post-neige, il y a un grand débat entre les puristes du jardinage. Faut-il remettre du paillage ou laisser la terre nue? L'automne dernier, vous avez peut-être couvert vos rangées avec de la paille ou des feuilles mortes pour les protéger du grand froid. Comme nous l'avons dit, il fallait dégager la base des tiges. Mais une fois l'engrais donné et la terre binée, que fait-on? La réponse dépend entièrement de votre climat local. Si vous habitez dans une région où les vents de mars sont glaciales et desséchants, remettre un très fin voile de paillis sec, je précise bien sec et non pourrissant, aidera à protéger l'humidité du sol sans bloquer la chaleur. Cependant, dans la grande majorité des cas, il est bien plus bénéfique de laisser la terre nue et sombre s'exposer directement au soleil de midi. La terre foncée absorbe la chaleur comme un t-shirt noir en plein été. Cette chaleur diurne emmagasinée dans le sol sera restituée lentement aux racines pendant la nuit glaciale. C'est un chauffage au sol naturel et gratuit que le paillage, s'il est trop épais, empêcherait complètement de fonctionner. Il est temps de parler d'un vieil ingrédient magique que l'on trouve dans presque toutes les maisons de campagne, la cendre de bois. Beaucoup de gens sont tentés d'en jeter d'énormes poignées sur l'ail dès le mois de mars en pensant bien faire. Attention, danger! La cendre est exceptionnelle. Elle est gorgée de potasse et de calcium, ce qui aidera le bulbe à grossir et à bien se conserver après la récolte. Mais il y a une règle d'or en chimie du potager à ne jamais transgresser. Ne mélangez jamais directement un apport massif d'azote avec de la cendre de bois. La réaction chimique entre les deux va provoquer l'évaporation immédiate de votre précieux azote sous forme de gaz dans l'air. C'est comme si vous annuliez l'effet de votre travail. La bonne stratégie est d'appliquer notre fameuse solution azotée liquide juste après la neige pour le réveil. Ensuite, vous attendez patiemment au minimum 3 ou 4 bonnes semaines. Quand la plante aura bien profité de cet azote et sera feuillue, alors et seulement alors, vous pourrez venir saupoudrer un peu de cendre tamisée entre les rangs avant une légère pluie. C'est le timing parfait de l'expert. Un autre défi majeur se présente lors de cette phase de croissance précoce, et c'est l'apparition fulgurante des mauvaises herbes. Dès que vous avez nourri la terre et que le soleil la réchauffe, l'ail n'est pas le seul à faire la fête. Des milliers de petites graines de mauvaises herbes, appelées adventices, vont germer à la vitesse de l'éclair. C'est une véritable course contre la montre. L'ail est une plante qui déteste viscéralement la concurrence. Ses racines sont faibles et n'ont aucune chance face à des herbes sauvages vigoureuses qui lui voleraient l'eau et la lumière. Le mythe du jardinier décontracté qui laisse la nature sauvage envahir le potager ne fonctionne pas avec cette culture. Il faut être impitoyable. Prenez l'habitude de passer 10 petites minutes tous les 3 jours pour arracher ces intruses alors qu'elles ne font que quelques millimètres. C'est l'image d'arracher un poil sur le bras, c'est facile et rapide. Si vous attendez qu'elles fassent 20 cm de haut, leurs racines se mêleront à celles de votre récolte et en les arrachant, vous détruirez vos propres plants. L'anticipation est la meilleure des stratégies. Faisons un petit point sur la prévention des maladies en ce début de printemps. Les conditions que nous venons de décrire, c'est-à-dire un sol humide, des journées qui se réchauffent doucement et des nuits de froide, créent l'environnement idéal absolu pour un ennemi redoutable, la rouille de l'ail. C'est un champignon microscopique qui se manifeste par de petites taches orange vif sur les feuilles, un peu comme de la poussière de fer rouillée. Une fois qu'elle est installée, elle va détruire le feuillage et stopper la croissance du bulbe. Le traitement le plus simple et le plus naturel commence précisément à cette période. C'est la circulation de l'air. En évitant d'arroser les feuilles comme nous l'avons expliqué et en gardant le sol bien désherbé, vous permettez au vent printanier de sécher très vite le feuillage de l'ail chaque matin après la rosée. Le champignon a besoin d'eau stagnante sur la feuille pour germer. Pas d'humidité prolongée, pas de champignons. C'est une logique implacable de prévention qui vous évitera d'avoir recours à des traitements chimiques destructeurs plus tard dans la saison.
Pour ceux d'entre vous qui aiment les expériences visuelles impressionnantes au jardin, cette méthode précoce va vous donner satisfaction très vite. Dans la dizaine de jours qui suit cette première intervention, si le temps est clément, la transformation est visuellement spectaculaire. Vous allez passer d'une petite pousse chétive, jaune et courbée, à une plante dressée, fière, arborant un vert presque bleuté, avec des feuilles larges qui s'évasent vers le ciel pour capter chaque rayon de soleil. C'est ce qu'on appelle la phase de végétation active. À l'intérieur du sol, hors de votre vue, la tige souterraine commence à s'épaissir. Ce premier départ canon est le socle, les fondations même de votre future maison. Si vous ratez ces fondations en laissant la plante affamée dans la boue de la neige fondue, toute la structure de votre saison sera bancale et aucune quantité d'engrais en plein mois de juin ne pourra jamais rattraper le retard accumulé. Le destin du bulbe se scelle véritablement dans les flaques d'eau de mars. Enfin, préparons le terrain mental pour la suite de la saison. Une fois que ce premier acte magistral est accompli, que vous avez nettoyé, biné, nourri et choyé votre ail au réveil, le plus dur est fait. Vous venez de lui donner l'avantage décisif. Dans les semaines qui vont suivre, il suffira de maintenir un arrosage régulier uniquement si le printemps est très sec et de garder la terre propre par un léger binage occasionnel. La plante va construire sa masse foliaire jusqu'au mois de juin, période à laquelle elle arrêtera de faire des feuilles pour concentrer toute cette énergie fabuleuse dans le gonflement du bulbe sous terre. Vous observerez alors la magie opérer avec sérénité. Vous savez maintenant que le véritable effort du jardinier passionné ne se fait pas sous le soleil brûlant de l'été, mais bien en blouson et en bottes de pluie, bravant le froid matinal juste après que la neige ait décidé de libérer la terre. C'est cette compréhension intime du cycle naturel qui vous permet d'exceller. Voilà, la boucle est bouclée. Le moment le plus décisif pour obtenir un ail massif, gorgé de saveur et parfaitement sain, vient juste de nous être dévoilé. C'est un véritable tournant dans votre façon de concevoir le jardinage. Pensez-y, alors que la majorité des gens attendent que le soleil brille confortablement pour sortir leurs outils, la vraie magie s'opère dans ce froid glacial du dégel printanier. En offrant immédiatement cet apport crucial en azote à des racines assoiffées par l'hiver, vous leur donnez la force de construire des fondations invisibles, mais incroyablement solides. Vous savez désormais comment éviter le piège du jaunissement, comment aérer le sol sans détruire les radicelles et pourquoi la préparation minutieuse est la clé de voûte de toute cette opération. J'espère sincèrement que cette plongée au cœur des secrets de l'ail vous a passionné. C'est une plante généreuse qui ne demande qu'à être comprise au bon moment. Un immense merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si cette astuce de jardinage vous a été utile et que vous comptez l'appliquer dès le prochain dégel, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un grand pouce bleu et à partager vos impressions. Et pour lancer la discussion, quelle est votre arme secrète personnelle pour protéger votre potager des derniers froids du printemps? Partagez vos expériences dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire.